Et donc bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme chaque mercredi. Merci de nous rejoindre et d'être toujours fidèles au rendez-vous. Nos invités aussi sont fidèles à notre rendez-vous. Bonsoir Saïd Salhi. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Ali Bourlef, bonsoir, vous êtes journaliste à Liberté. Hassan Radi, bonsoir, merci d'être avec nous. C'est la tradition. La tradition commence toujours par l'image de la semaine. Je commence avec vous, Saïd Salhi. Qu'est-ce qui vous a marqué la semaine écoulée? Un événement, une affaire? L'image, je viens de la voir. L'image, c'est exactement, c'est la région de l'Arbaïn Thératin. Après les incendies et tout ce décor-là macabre, vraiment catastrophique, la région commence à reprendre vraiment des couleurs, et surtout avec les dernières neiges. Vraiment, c'était émouvant pour moi de voir ça, vraiment, avec tout ce qu'on a vécu l'été. Voilà, donc c'est vraiment une image qui m'a marqué. La neige va-t-elle panser les plaies, c'est ça? Je pense, oui. Poncer les plaies et surtout aussi la verdure. Voilà, poncer et effacer surtout, tout ce décor-là macabre, noir, des incendies. Voilà. Allez, Bourlef, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Moi, c'est la visite surprise entre guillemets du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à Alger. Aujourd'hui, on ne l'attendait pas, même s'il y a eu des rumeurs hier sur des contacts supposés entre Tebboune et Macron. Et là, ça prouve encore une fois que la réelle politique a pris le dessus, après les échanges parfois de verbiage un peu plus violents de part et d'autre. Et là, on retrouve un peu de sérénité et que j'espère que ça va être la même chose avec le Maroc, avec moins de violence. Une visite qui n'a été confirmée que ce matin, vraiment de sources très invérifiables, une visite annoncée de dernière minute, on ne sait pas pourquoi. Hassan Radi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est un moment important dans la vie de notre plateforme, le prix Ali Boudoukha du meilleur article d'investigation que nous tenons tous les 2 ans et qui récompense le travail d'enquête de presse. C'est lancé cette semaine, le crowdfunding, parce que le prix est récompensé par les lecteurs et les donateurs. C'est sur la plateforme du KissKissBankBank qu'on espère pouvoir atteindre le montant qu'on s'est fixé sur les 30 prochains jours. C'est la grande occasion de soutenir les journalistes qui font de l'investigation. C'est très compliqué aujourd'hui juste de faire, on a encore l'exemple de Rabah Karesh, de faire juste du journalisme de base. Je ne parle même pas des journalistes qui ont couvert le Hirak. Et aujourd'hui, on veut ajouter aussi les lanceurs d'alerte parce que les lanceurs d'alerte ne sont pas suffisamment protégés, ils ne sont pas suffisamment reconnus. Donc dans le prix Ali Boudoukha de cette année-là, il y aura aussi une citation et un prix remis à un lanceur d'alerte. Personne n'a cité le match dans son image du jour. Le match d'hier Algérie-Égypte ne vous a-t-il pas marqué, Yassine, en connaissant le football? L'équipe était qualifiée, l'enjeu était secondaire. Pour l'Algérie, quand même, éviter le Maroc au quart de finale. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils ont terminé deuxième. Mais voilà, c'est relativement moins important. Si c'était rencontré directement en match éliminatoire, oui, c'est le quart de finale samedi qui lui, est un match à tranchant, à enjeu. Mais ça reste un match de football, il ne faut pas qu'on lui charge plus de signification que ça. Donc, on est dans le jeu. Moi, c'est surtout la compétition qui ne m'a pas captivé parce que c'est la première fois et puis franchement, je ne vois pas d'enjeu important à part les 5 millions de dollars que peut engranger la fédération en cas de victoire. Et on suivra ce match Algérie-Maroc avec impatience en espérant que le fair play l'emportera dans ce match qui aura lieu donc à Doha. Nous sommes le 8 décembre, nous célébrons dans 2 jours donc, le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale de l'ONU, qui était à Paris à l'époque. Saïd Salhi, vous avez proposé à la Ligue algérienne des droits de l'homme une déclaration très intéressante, courageuse hier sur la situation des droits de l'homme qui a été déjà signée par plus de 150 personnes, dont 12 organisations importantes en Algérie. Est-ce qu'il y a un besoin aujourd'hui de faire ce genre de déclaration, qu'elle ait autant de signataires? C'est que la situation reste pour le moins encore préoccupante? Alors juste pour la déclaration, ce n'est pas seulement la proposition de la Ligue, mais c'est aussi avec un ensemble d'acteurs, voilà. Donc c'est vraiment un travail collectif, ce n'est pas l'œuvre de la Ligue seule, voilà. Sinon, par rapport à l'opportunité de la déclaration, effectivement, nous avons senti, avec beaucoup d'amis, beaucoup de défenseurs aujourd'hui, la nécessité justement de lancer, sinon de tirer la sonnette d'alarme par rapport à la situation des droits humains, qui sont vraiment inquiétants aujourd'hui. 73 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, 59 ans après l'indépendance,
Aujourd'hui, nous vivons vraiment une situation de régression des droits, je dirais, élémentaires, fondamentaux, arrachés par le peuple algérien. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de lancer cet appel, mais surtout d'interpeller les décideurs sur aujourd'hui la nécessité vraiment de respecter les droits des Algériens et des Algériennes et surtout de respecter les engagements de l'État algérien, notamment sur les droits de l'homme, mais aussi toutes les conventions ratifiées par l'Algérie. Juste par rapport à ça, pour nous, à l'IDH, nous avons, donc, comme chaque année, préparé donc, un programme de célébration. C'est le 10e Forum des droits de l'homme. On le fait maintenant depuis 10 ans. Cette année-là, nous allons célébrer, donc, nous célébrons la 10e édition. Donc, on a déjà organisé quelques rencontres à la Béjaïa, ouvrant un peu le débat sur la situation des droits, notamment des droits des femmes. Hier, ça a été autour des droits sociaux et des libertés syndicales. Demain, on aura une grande rencontre qui va donc réunir l'ensemble des acteurs agissant sur le terrain des droits de l'homme, notamment des organisations, de la Ligue, d'Amnesty, des avocats, des journalistes. Chacun va se prononcer sur un volet, sur une thématique. Pour nous, c'est aussi un long parcours. 10 ans, 10 ans, c'est un long parcours. Ça n'a pas été facile, avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'interdictions, mais c'est aussi un signe pour nous de résistance, mais aussi d'espoir. En 2021, de rappeler aussi l'importance de célébrer cette déclaration, mais surtout de remettre le message des droits de l'homme vraiment d'actualité. Voilà. Ihsan, détenu, arsenal juridique, classification, violation, les sujets préoccupants ne manquent pas aujourd'hui à l'occasion de ce 10 décembre encore triste en Algérie. Oui, les sujets ne manquent pas. Alors, moi, je vais livrer mon ressenti. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quelque part dans le système, je pense que c'est entre l'armée et la présidence, en gros, tout l'appareil sécuritaire, il y a une sorte de jauge, comme pour le Covid dans les stades, depuis qu'on autorise le public à revenir dans les stades. Quel est le seuil qu'il ne faut pas dépasser pour devenir un cas grave d'atteinte des droits de l'homme à l'international? Et c'est pas innocent, parce qu'en fait, il y a des seuils au-delà desquels ça devient un sujet dominant dans les réunions de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies ou celle des parlementaires européens et d'autres dans le monde. Évidemment, à Alger, on peut toujours dire qu'on n'a pas 40 000 détenus d'opinion, prisonniers politiques comme sous Sisi, et on n'a pas tué 44 manifestants comme au Soudan, pour évoquer un scénario plus proche de nous, de tentative de coup d'État, ou en Birmanie, au Myanmar, où il y a eu le coup d'État qui a entraîné aussi des centaines de morts. Est-ce qu'on doit se contenter de ça? Est-ce qu'on doit dire, effectivement, l'Algérie, après tout, il y a moins de 300 détenus d'opinion, et on se met à se comparer, ou on peut citer aussi la Turquie et d'autres pays, ce n'est pas du tout exhaustif ce que je dis là. Eh bien non, la jauge ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des détenus politiques bloque toute possibilité d'avancée politique. Toute possibilité, on se rappelle, c'est depuis le début un point de blocage. On se rappelle de Ben Saleh, le discours du 3 juillet, Ben Saleh est tout fait depuis, vice-président intérimaire, qui était prêt à des mesures d'ouverture, et Karim Younes, qui devait prendre le panel et qui a appelé à des mesures d'apaisement, et l'armée, incarnée par Ahmed Gaïd Saleh, qui a dit non. Et depuis, c'est toujours un point de blocage, cette situation des droits de l'homme. D'où je considère que cette déclaration-là est un moment politique, même s'il n'y a aucune allusion au processus politique, mais tant qu'on n'aura pas réglé cela, il restera un blocage. On va parler tout à l'heure du bilan du président Tebboune. Ça restera un blocage et ça empêchera toute évolution politique positive. Allez, Bourlef, un 10 décembre comme tous les autres en Algérie, pas trop de changements, près de 300 détenus d'opinion, dont 2 journalistes, et nous parlerons plus tard de notre confrère Mohamed Mouloudj. Je pense que nous ne pouvons pas parler de démocratie dans n'importe quel pays au monde sans liberté d'expression et sans respect des droits de l'homme. Et ce qui est grave, encore une fois, c'est que dans les années 80, le Qadi avait vécu cette période. Au moins, le pouvoir de l'époque était un pouvoir totalitaire, affirmé, qui ne se cachait pas.
trouver parfois des subterfuges qui pouvaient à la limite passer. Mais là, il n'y en a plus. Pour des phrases, parfois une phrase, un mot, on arrête les gens, on les place dans des cellules pendant des mois sans jugement. On a emprisonné des gens pour rien. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la liberté des gens est devenue quelque chose de banal. Et on pense soumettre la société avec des arrestations arbitraires. Et plus grave encore, c'est que on applique la loi, je l'ai dit plusieurs fois ici, on applique la loi avec effet rétroactif. Et ça, c'est l'un des plus grands dépassements que ce pouvoir ait commis. Donc, je ne vois pas l'utilité de parler des droits de l'homme dans un pays où l'espace médiatique est quasiment fermé, à part quelques exceptions, dont l'espace que nous occupons aujourd'hui. Les médias sont fermés, le champ politique est fermé, les partis politiques sont quasiment interdits. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, je l'ai dit, mais je le répète encore une fois, que les partis de l'opposition, ce qui reste des anciens partis de l'opposition, sont strictement interdits de citation, pas de passage, de citation dans la majorité des médias, y compris les médias privés, à part 2-3 journaux, Radio M et d'autres sites, 2-3 sites d'information. Donc on est dans une situation inédite dans le pays, nous sommes dans une dictature tout simplement. On a trouvé de grands signataires dans cette pétition. Alors, qui sont ces grands signataires et qui n'a pas signé aussi? Est-ce qu'il y a des personnalités importantes qui ont refusé de signer? On n'a pas vu le nom, par exemple, de Kerim Tabou, on n'a pas vu le nom de Fodil Boumela. Ils n'ont pas accepté ou non. Donc, il n'y a pas, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun refus. Non, il n'y a aucun refus. Nous, pour nous avons lancé une pétition, nous avons essayé d'appeler le maximum. Bon, il y a des gens qui ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. Peut-être, ils n'ont pas vu à temps la déclaration ou pas. Donc, mais je ne pense pas que c'était un refus. Mais sinon, pour l'écho de la déclaration, c'est vrai qu'on a été surpris quand même par des signataires, pour une fois, qui sont engagés. Pour vous dire, en fait, de compte, la profondeur du malaise, sinon du ressenti, au point où les gens, maintenant, vraiment s'inquiètent de la situation. On a vu des grands noms des artistes, Felleg, des poètes, Ben Mohamed, des universitaires de renommée, professeur Mahio, professeur Melikchi, des juristes, des organisations, des chefs de partis politiques. Finalement, c'est toutes les franges de la société qui sont mobilisées, de la société civile, des militants, des simples citoyens. Aujourd'hui, je pense que la situation des droits de l'homme inquiète beaucoup. C'est pour cela que pour nous avons vraiment été, d'abord, on s'est réjouis vraiment de cet écho de la déclaration. Donc demain, il sera rendu public. Mais sinon, la déclaration, en gros, c'est vraiment un cri d'alarme, parce que beaucoup de gens pourront dire à quoi sert de faire une déclaration aujourd'hui, quasiment la même ou presque la même chaque année. Que va apporter cette déclaration concrètement à la situation des droits de l'homme aujourd'hui? C'est une déclaration d'abord de dénonciation. C'est une déclaration qui rappelle les responsabilités, donc notamment des décideurs, du pouvoir politique, du pouvoir en place, mais aussi c'est une déclaration de solidarité, de mobilisation. Parce que c'est vrai, pendant maintenant des mois, nous avons vu vraiment ce climat de peur qui s'est installé, même chez les militants, au point où nous avons constaté carrément un état d'autocensure. On le voit clairement sur les réseaux sociaux. Maintenant, peu de gens commentent, peu de gens s'expriment, et on a vu aussi des gens carrément être poursuivis, être arrêtés pour le fait qu'ils ont fait un j'aime. Et on a des cas concrets. Donc je pense que cette déclaration va aussi libérer. Il va aussi libérer la parole, il va libérer les énergies, il va permettre au peuple algérien de reprendre espoir. Donc c'est aussi un cri d'espoir aussi. À propos de la question des droits de l'homme, il est bien de rappeler qu'il y a près de 280 détenus d'opinion aujourd'hui en Algérie, parmi eux 2 journalistes, Hassan Bouras et Mohamed Mouloudj, et nous profitons de votre présence, Ali Boukhlef, parce que vous faites partie des initiateurs d'une pétition lancée pour soutenir le journaliste Mohamed Mouloudj, qui est incarcéré depuis le mois de septembre dernier. Il est placé en mandat dépôt, il est à la prison de Koléa. Il souffre comme tous les autres détenus d'opinion, et quels que soient les chefs d'inculpation qu'on peut lui coller, à en croire votre pétition, il est en prison parce qu'il est journaliste.
On n'a pas encore les chefs d'inculpation publique. Pour l'instant, on lui aurait C'est diffusion de fausses reproché, nouvelles, appartenance à un mouvement terroriste. fausses nouvelles, donc ils l'ont inscrit. Ce qui est dramatique dans cette situation, c'est On lui a enlevé l'accusation d'allumer le feu en Kabylie. C'est l'accusation qui a sauté. Mais il a été arrêté dans le cadre de coup de filet contre des militants supposés être du MAC, alors que le Mohamed Boulouche, que je connais personnellement, est tout sauf un terroriste. Ce n'est pas un terroriste, c'est un journaliste qui peut avoir des contacts avec tout le monde. Il peut avoir, comme on l'a fait dans les années 90. Et c'est le travail des journalistes. Des journalistes, tout à fait, d'avoir des contacts avec des gens. Après, si elle a pris un café avec un tel ou un tel, ça n'enlève en rien. Tout à fait, voilà. Donc, ce n'est pas un délit de contacter des gens. Maintenant, d'abord, le MAC a été déclaré terroriste. Bien après. Il y a quelques semaines de cela, il y a 3 mois de cela, et lui n'avait aucun contact, n'avait aucun lien avec ces gens-là depuis très longtemps. Et les journalistes, tout le monde savait qu'il était journaliste. Donc il faut que les gens sachent qu'il a été déjà harcelé bien avant, depuis des années, sur ses supposés liens avec ces gens-là. Donc il faut qu'il ait droit à un procès, puis c'est pas un fuyard. À la limite, si il y a des présomptions, on peut juger des gens libres. Et c'est ça le problème dans ce pays, c'est qu'on met les gens en prison, on les condamne, on les accuse avant de passer devant les juges. Et c'est ça le plus dramatique dans cette affaire. Donc on demande à ce qu'il soit libéré. Après, il aura la liberté, le loisir de s'expliquer s'il y a des reproches à lui faire. C'est un citoyen comme tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons initié cette pétition. D'autant plus qu'il faut être honnête, il n'a pas été accusé sur la base d'un article ou d'un écrit journalistique. C'est ce qui complique. Contrairement à Arab Karash, ce qui est grave dans l'affaire Karash, je l'ai dit, je le répète encore une fois, et c'est ça le plus grave, la plus grave menace qui pèse sur les journalistes. C'est qu'aujourd'hui, on a une loi organique relative à la presse. On a la Constitution dans son article 51, je crois, qui protège les journalistes contre des abus, contre l'emprisonnement quand il s'agit d'écrits. Mais là, on l'a violé, on nous applique directement le code pénal. C'est-à-dire qu'on nous enlève cette qualité de journaliste pour appliquer le code pénal. Et c'est ce qu'on a voulu aussi appliquer à Al-Qadi sur l'affaire du commentaire que tu as fait sur Rachid, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on nous enlève cette histoire-là, on nous sort cette histoire-là du code pénal, alors que c'est comme si un jour, un médecin fait une erreur médicale, il peut à la limite faire une erreur. Au lieu d'appliquer le code de déontologie médicale, on lui applique le code de... c'est pour ça qu'on vous colle l'atteinte à l'unité nationale, pour vous rajouter la case prison. Est-ce que vous avez le soutien de votre journal dans cette pétition pour demander la libération? Je ne vais pas m'exprimer au nom du journal parce que la situation du journal et la situation de l'entreprise sont différentes. La situation des médias en général est compliquée, donc je n'ai pas envie de mêler l'entreprise dans cette entreprise-là. Il y a un directeur, je préfère que vous lui posiez la question. Moi, je voulais, tu as posé la question à Saïd de l'utilité de la déclaration qui se répète tous les ans, etc. Moi, je voulais vraiment insister sur le fait que c'est primordial d'interpeller les autorités algériennes sur ces questions-là, et c'est primordial de prendre à témoin l'opinion nationale et l'opinion internationale. Sur les questions des droits de l'homme, je sais que ça fait polémique à chaque fois. Sur les questions des droits de l'homme, il n'y a pas de frontières. Sur les questions des droits de l'homme, moi j'interpelle n'importe quel État, n'importe quel pouvoir dans le monde qui touche à l'intégrité de ses citoyens, notamment si ce sont des journalistes. Ça nous touche plus, nous autres, comme journalistes, mais de manière générale. Et je rappelle que dans l'histoire récente du pays, on a voulu étouffer des affaires d'atteinte des droits de l'homme. Je rappelle les années 90, les disparitions forcées. Il y a eu des commissions d'enquête internationales qui ont fini par venir en Algérie. Parce qu'on n'a pas laissé les Algériens traiter de ce dossier. Les ligues des droits de l'homme algériennes travaillaient dessus, essayaient de restituer la vérité. Ce sont des dossiers sur lesquels les autorités algériennes, si elles font autant de tapage, ingérence étrangère, c'est parce que c'est cette pression-là à laquelle ils sont sensibles et qui les embête. Et si elles ne veulent pas qu'il y ait d'ingérence internationale sur ces questions-là, il faut être sans faute et être complètement clean sur les questions des droits de l'homme. C'est ce que demande cette déclaration. Vous êtes d'accord, Saïd Salhi, sur la question des droits de l'homme? Tout à fait. Pas de frontières. Oui, tout à fait, pas de frontières. Mais beaucoup vous diront, les droits de l'homme sont universels. Beaucoup vous diront que la souveraineté nationale aussi est une frontière à ne pas franchir. La souveraineté nationale, à condition qu'elle n'attende pas aux droits.
aux droits de l'homme. Et le problème de la souveraineté nationale, malheureusement, beaucoup d'États se cachent derrière justement cette question-là de souveraineté pour justement attenter aux droits, pour assassiner les droits fondamentaux. Et c'est ça le grand problème. Donc pour nous, tout à fait d'accord, pas de frontières. Nous avons pris position sur des conflits ailleurs dans beaucoup de pays, dans le monde entier. Alors je ne comprends pas au nom de quel droit on va empêcher d'autres de se solidariser avec des citoyens algériens, avec des défenseurs, avec des journalistes. Donc aujourd'hui, d'autant que l'Algérie a ratifié donc des conventions internationales. L'Algérie s'est engagée donc dans des mécanismes internationaux qui donnent le droit aux Algériens de saisir les instances internationales, ce qu'on appelle les plaintes. L'Algérie a ratifié, a signé même aujourd'hui. Il n'y a aucune raison justement de revenir sur ces engagements. Et c'est ce que nous faisons à chaque fois. Nous rappelons justement le pouvoir justement de respecter ses propres engagements. Voilà, c'est des engagements faits auprès des instances internationales, donc l'ONU, le Conseil des droits de l'homme, les différents organes de traité, mais pas seulement aussi au niveau régional. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, aujourd'hui, ce que nous faisons pour nous fait partie de notre mandat en tant que défenseur, en tant qu'organisation des droits humains. Et ce que nous faisons aussi je dirais même, est conforme au droit national. De fait que dans la Constitution, les conventions internationales ratifiées par l'Algérie sont supérieures à la loi. Ça, c'est la convention, c'est la Constitution algérienne, et c'est un acquis qu'on a eu depuis 1989 qui nous permet aujourd'hui justement de saisir les instances internationales, de saisir l'opinion internationale et de saisir tous les mécanismes concernant les cas de violation graves, les cas de violation des droits élémentaires des Algériens. Voilà. Sur le cas de Mohamed Mouloudj, comment vous réagissez à cette pétition? Beaucoup reprochent à la corporation de ne pas être solidaire avec les journalistes en prison. On peut légitimement nous faire ce reproche. Je pense qu'il est temps de corriger tout cela et de rattraper. Mohamed Mouloudj est un journaliste et il faut le défendre en tant que tel. Il est arrêté d'abord parce qu'il est journaliste et nous allons le défendre sur cette base-là. Il n'y a aucune raison de continuer de nous faire peur, soi-disant pour des accointances avec quelque organisation que ce soit. Et donc, dans le cas de Mohamed Mouloudj, la défense attend maintenant une décision du juge d'instruction qui devra ou bien prononcer un non-lieu, ce qui est évidemment souhaitable mais pas envisageable, soit renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il y ait une date de procès qui soit fixée selon les avocats, notamment Maître Sahbi. Oui. Je voudrais juste ajouter un mot concernant justement le cas justement de l'harcèlement des journalistes et de l'emprisonnement des journalistes. Nous, à la Ligue, nous l'avons dit, pour nous, les journalistes, c'est des défenseurs, mais c'est aussi des témoins. Aujourd'hui, il me semble que le pouvoir veut justement faire taire tout témoin. Carrément. Et les journalistes aujourd'hui qui continuent encore à faire le travail, à faire état des violations des droits de l'homme, à couvrir justement le Hirak, aujourd'hui sont sous pression continue. Et on reçoit beaucoup de cas justement des journalistes qui sont harcelés dans leur travail au point où maintenant les journalistes n'en parlent pas. Et je comprends toute la difficulté des journalistes justement de prendre position en faveur de leurs collègues. C'est ça le problème. On est arrivé à ce point. C'est le même cas aussi des défenseurs et même des avocats. Je pense que le pouvoir aujourd'hui veut vraiment arriver à installer un climat de terreur, un climat vraiment de peur pour pouvoir justement décliner sa feuille de route autoritaire sans témoin et sans qu'il y ait des voix qui puissent justement porter le message des droits de l'homme à l'international. Et on le voit aujourd'hui, notamment avec le retrait des accréditations de l'ensemble de la presse internationale. Voilà, c'est vraiment presque une répression à huis clos. Vraiment, c'est ce qui est recherché. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que la solidarité avec les journalistes, elle est importante, elle est même, je dirais, vitale, parce qu'on a besoin justement des journalistes qui puissent relayer justement les cas des violations des droits de l'homme. Et pour nous, les journalistes restent un allié pour les défenseurs. Et l'autre mauvaise nouvelle de la semaine, évidemment, c'est l'affaire de l'avocat, Raouf Arslan, oui. Dont l'affaire a été envoyée en session criminelle, lui aussi qui est en prison depuis près de 8 mois. Et même les avocats eux-mêmes reprochent à leur propre corporation de ne pas être assez en soutien de l'avocat Raouf Arslan. Nous sommes le 8 décembre, le 12 décembre prochain, ça sera le 2e anniversaire de l'élection de Ahmed Tebboune et aussi la date du procès de Fathi Harras, le coordinateur du MDS, dont le procès a été repoussé le 5 décembre dernier. Si on devait faire un bilan de ces 2 années, presque à mi-mandat du président Tebboune, quel est le mot
le mot que vous choisirez? On parlait d'image de la semaine. Quel est le mot que vous choisiriez pour définir ces 2 ans? Pour moi, sur le plan politique, on vient de faire un joli bilan. Mais c'est le recul total sur tous les plans. Et l'Algérie, les Algériens qui sont sortis en 2019 pour réclamer le changement du système politique ont eu droit à un recul sur ce plan-là. Et on assiste aujourd'hui à la renaissance du système qui a poussé les Algériens à sortir de la rue. Aujourd'hui, sur le plan économique et d'autres sujets, on peut à la limite avoir la circonstance atténuante du Covid et des catastrophes que nous avons connues. Donc c'est compliqué de dresser un bilan en 2 ans, mais sur le plan politique, c'est surtout celui-là, c'est le recul sur le plan des libertés et sur le plan du changement du régime. Je pense que l'Algérie a perdu un virage important parce qu'on pouvait, ceci dit, je suis un peu indulgent parce que j'estime qu'il n'est pas le seul responsable de sa situation et qu'il y a même, j'estime qu'il y a des gens au sein de la classe politique qui sont aussi peut-être pas responsables autant que le pouvoir, mais qui a une part de responsabilité dans cet échec-là, dans la perte de ce virage-là dont je parle et qui nous a mené aujourd'hui à la catastrophe que nous connaissons. Et moi, j'estime que sans un nouveau sursaut, ça sera difficile de réaliser les rêves de millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue en 2019. Donc, globalement, c'est un échec, c'est un recul et c'est surtout un horizon bouché pour les Algériens parce qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est un retour, pas seulement aux années 90, ce qui serait probablement un éternel recommencement, mais c'est surtout à la période d'avant 90, parce à mon avis, la stratégie du pouvoir actuel s'éclaircit de jour en jour et lors du discours qu'a prononcé Tebboune la semaine dernière lors des assises de l'industrie, je pense qu'on se dirige vers un système à l'Allemagne de l'Est, au RDA, c'est-à-dire taisez-vous, mangez et taisez-vous, c'est-à-dire on se consacre aux questions économiques, même si c'est toujours l'horizon bouché là aussi, et on oublie. Oui, bon, vers la fin, effectivement, c'était la crise, mais à un certain moment, on essayait de donner un peu de confort matériel aux gens. Sinon, l'Espagne est sur Franco, à la limite, c'est un autre exemple. Et puis, on oublie les questions politiques. Définitivement, c'est pour ça que ces derniers jours, il y a beaucoup plus d'arrestations que les mois précédents. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place ce qu'ils appellent des institutions élues, entre guillemets, et puis on va passer à ce qu'ils appellent les questions économiques, de sorte à pousser les Algériens à ne penser qu'à leur ventre et ne pas penser avec leur tête. Donc le mot c'est recul, le mot pour qualifier ces 2 ans de présidence. Enfin, vous aviez fait un papier j'ai fait un tweet. Sur les 100 jours. Je n'étais pas là pour le oui, c'est lire, vrai, évidemment. qui m'a valu la première plainte voilà, à propos des 100 jours. Mais j'en ai entendu parler là où j'étais. C'était des 100 jours de malheur. Voilà, j'en ai entendu parler. Qui était très bienveillant vis-à-vis de Abdelmadjid Tebboune, mais qui a été mal compris visiblement. Et pour les 2 ans. Non, pour les 2 ans, ce matin, je m'attendais à ce que tu nous poses cette question-là. Et puis je me suis dit, bon, pour les parties négatives, je suis plutôt réputé être doué. Pour trouver au moins quelque chose de positif, j'ai posé une question à mes tweetos. Elle est là. Bonjour Twitter. Si on redescend, on peut lire. Bonjour Twitter. Je demande à mes tweetos de me citer une action positive des 2 ans du président Tebboune. Et ça a été très, très fructueux. J'ai eu plus de 120 réponses avant cette émission. Et parmi les réponses, il y en a qui sont sérieuses, il y en a qui sont un peu moins. Et dans mes tweetos, il n'y a pas, mes followers, il n'y a pas que des gens qui sont comme moi critiques, mais il y en a aussi qui sont, je les bloque pas, qui soutiennent le régime. Alors, une action positive, j'ai eu du mal, parce que tu as la réputation de bloquer trop facilement, en dépit de tes 170 000 followers. Voilà. Alors, je cite en vrac, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de réponses. Les gens se sont vraiment livrés au jeu, de me citer une action positive sur les 2 ans d'Abdelmadjid Tebboune, du système de la présidence Tebboune. Alors, une action positive, il a arrêté de fumer. Il a prouvé qu'en Algérie, on peut devenir président avec son fils en prison. Il marche et il parle, évidemment. C'est une action positive, contrairement à son prédécesseur. Il a ouvert Club des Pains au peuple, donc on vole moins. Et quelqu'un vous a répondu en disant qu'il l'a après refermé?
Ah oui, ça j'avais raté. Ouais. Envole moins. Il a relancé la diplomatie. Il s'occupe mieux des jeunes, start-up. Il a baissé l'IRG, ça c'est un fait. Il a stoppé le monopole de rap. Il y a quelqu'un qui a écrit ça. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit positif à la Covid, est-ce que cela compte? C'était quelque chose de positif, c'est la retenue. C'est vache. C'est de la rigolade. Et puis, il y en a un qui a dit l'incarcération de Khaled Rami. Un follower de Sidi Blabès que je n'ai pas bloqué, mais j'ai cherché à voir si c'était du deuxième degré et considère que l'incarcération de Khaled Rami fait partie, c'est l'action positive des 2 ans du président Tebboune. Mais bon, c'est pour vous dire, je préfère passer mon tour cette fois et puis peut-être analyser différemment. Mais c'est vrai que le président a arrêté de fumer? Je crois, après son épisode Covid, j'espère pour lui qu'il a arrêté. J'espère. C'est déjà une bonne chose. Pour lui et pour sa famille qu'il a arrêté de fumer. Et le mot donc pour qualifier beauté. ces 2 années? Beauté. Ça m'a été suggéré aussi par. Et à propos de beauté, il faut. Beauté. Ça résume la situation. Haraga. Non, beauté. Avec O-2-T-E. Ce qui retient Le l'attention, sinistre beauté. c'est que la question des beautés ne lui est jamais posée lors des dernières interviews. Là aussi, Faisal Mentaoui l'a posé la dernière fois quand il est passé, non? La question de Haraga, pas à ma connaissance. Non, il ne l'a pas posé. C'était pas Faisal Mentaoui alors. Non, elle a été posée une fois. C'était au début de son mandat où il disait que les Algériens ne savent pas exactement ce qui se passe de l'autre côté. Et puis il a dit récemment aussi, il a insinué dans une interview, je pense, voilà, c'était la chaîne, c'était le Der Spiegel, où il disait que, entre autres, on ne remarque que ceux qui partent, on ne parle pas de ceux qui reviennent. Voilà, à peu près. Saïd Salhi, un mot pour qualifier ces 2 ans. Alors pour nous, ces 2 ans, c'est d'abord une feuille de route qui a échoué. Toute la feuille de route que nous avons dénoncée dès... Mais n'oubliez pas qu'il y avait le Covid dans ces 2 ans, donc c'est important à prendre en considération. Il y a le Covid et la maladie du président. Oui, mais par rapport au Covid, il faut quand même rappeler la prise de position courageuse mais responsable du Hirak, voilà, qui a arrêté le Covid de manière volontaire, mais il faut aussi rappeler toute la répression qui s'est abattue sur justement les hirakistes au point où nous avons dénoncé justement cette instrumentalisation de la Covid pour attenter aux droits élémentaires des Algériens. Mais sinon, pour le bilan, voilà, le président a promis l'Algérie nouvelle, a promis l'Algérie des libertés, a promis l'Algérie du changement, mais malheureusement, au bout des 2 ans, aujourd'hui, c'est vraiment la grande désillusion. La grande désillusion, au point où nous parlons maintenant de recul des acquis même qu'on a déjà arrachés avant même 2018, même durant les années 80. Donc aujourd'hui, le pouvoir n'a pas seulement garanti les droits civils, mais aujourd'hui, même les droits, les acquis sociaux, on les perd. Et c'est ce qui a été dit hier, justement, à l'occasion de la rencontre des syndicalistes à Béjaïa. Aujourd'hui, les syndicats de manière générale, ont peur justement des lendemains. Aujourd'hui, même les acquis sociaux arrachés pendant les années 90, enfin les années 88, on est en train de les perdre un par un, au point où de parler justement au point où il faut juste voir le pouvoir d'achat. Donc moi je pense aujourd'hui les Algériens ils ont perdu le droit civil mais aussi ils ont perdu le droit économique. Et je ne suis pas d'avis de dire que le pouvoir va pouvoir garantir les droits économiques et sociaux. Je ne pense pas parce qu'il y a un problème de fond, un problème majeur, c'est un problème de gouvernance. C'est une crise d'un système, un système qui ne pourra garantir ni la démocratie ni les droits sociaux et économiques. Voilà. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu des avancées sur le terrain diplomatique depuis l'arrivée de Ahmed Tebboune et surtout depuis l'arrivée de Ramtal Lamamra, Ali Boukhlef? Maroc, Libye, Moyen-Orient, Il y Afrique. a un peu d'activisme en plus parce qu'on compare à la période des dernières années de Bouteflika, parce que même l'arrivée de Bouteflika en 99-2000 avait quand même permis un peu à l'Algérie de retrouver un peu de visibilité sur la scène internationale. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a un peu de volontarisme de la part de l'Armamra, mais je pense que ce n'est pas suffisant et j'estime que sur le plan diplomatique aussi, on est parfois, on a des approches un peu archaïques sur certaines questions, même si peut-être le mérite qu'a le pouvoir algérien, c'est de garder un peu le cap sur certains, ce qu'on appelle les principes, mais qui à la limite nous isolent parfois sur la scène internationale, notamment surtout que ces dernières années, c'est surtout le pragmatisme qui pousse les États à réagir. L'Algérie, c'est le seul pays, par exemple, avec un peu la Tunisie et la Syrie dans ces problèmes,
qui maintient aussi le principe qui a été retenu lors de la conférence de Riyad de 2002 par exemple, où les pays de la Ligue arabe ont décidé qu'il n'y aurait pas de normalisation avec Israël sans 2002, Beyrouth, oui. Sans la libération de la Palestine, du moins avec les frontières de 1967. C'est le seul pays qui reste attaché à ce principe. Après, c'est vrai qu'on ne choisit pas ses ennemis, on choisit probablement ses amis, mais on ne choisit pas ses ennemis. Il y a un peu de retour de l'Algérie sur la scène africaine, avec un peu l'activisme de l'Armamara ces derniers temps. Mais je pense que l'Algérie n'a pas les moyens, notamment économiques, parce que c'est aussi à ce niveau-là que se situe l'influence des États dans cette région-là. Le retour sur la scène africaine n'a pas empêché le Niger, connu pour être un pays allié à l'Algérie, de voter pour la résolution sur le Sahara occidental, dont l'Algérie n'était pas du tout favorable. Oui, mais sur cette question-là, ça a toujours été un problème pour beaucoup de pays africains qui voudraient bien soutenir l'Algérie, mais qui, pour des raisons différentes, des raisons notamment liées à leurs relations avec la France ou parfois avec le Maroc aussi, ils ne soutiennent pas franchement la position algérienne, même s'ils ne s'opposent pas clairement. Donc c'est toujours, même les pays de la région, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, ils n'ont jamais soutenu de manière franche. La Tunisie et la Libye, la Tunisie gardent une position de pays neutre. Tout à fait. D'ailleurs, la Tunisie s'est abstenue. La Libye de Kadhafi avait soutenu la cause sahraoui, on se rappelle. Moi, si tu permets, Khaldani, je voudrais prendre 2 minutes pour expliquer la crise de gouvernance et la crise de système qu'incarne aujourd'hui la présidence Tebboune. Le système algérien, contrairement à ce que dit une branche de la politologie algérienne, vit derrière un homme fort. On parle de l'armée qui contrôle, etc. Mais l'armée met quelqu'un à la présidence et l'homme fort, c'est le président. Ça a été le cas avec Boumediene et ça a été le cas avec Chadli. Chadli était un homme fort. Voilà. Le système a vécu 2 chocs importants, le choc de 88 et le choc de février 2019. Le choc de 88, il a mis très longtemps à régénérer son système de gouvernance. Très longtemps, on ne se rend pas compte. Il y a eu le HCE, il y a eu Zerouel, mais qui a été obligé de démissionner parce qu'il n'arrivait pas à s'imposer, etc. Et Bouteflika, quand il est arrivé, à la fin de son premier mandat, il était contesté. On avait avec Ali Benflis, une partie de l'armée qui soutenait Ali Benflis, on était toujours dans une difficulté à restaurer un système. Celui qui a restauré le système d'avant 88, dans son architecture derrière un homme fort, c'est le général Tawfiq, en accordant le 3e mandat et en permettant... Le troisième. Le deuxième, Le deuxième, il était légal. Le 3e, il a fallu violer la Constitution. Et en violant la Constitution, il a permis... Amendé, pas violé. Pour moi, c'est un viol, parce que... Amendé. Enlever les 2 mandats, la limitation des 2 mandats que Zerouel avait instauré. Violer les principes démocratiques. Ouais. Exactement. Et donc on a restauré Bouteflika, qui n'a pas pu tenir longtemps. En 2008, il a fait sa crise de santé, etc. Mais ce système-là, il a été à nouveau traumatisé, choqué par le pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On veut restaurer à nouveau derrière un homme fort. Et la question du bilan d'Abdelmajid Tebboune, c'est est-ce que Abdelmajid Tebboune peut être la personne autour de laquelle on reconstruit un système derrière un homme fort? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas par où commencer. C'est impossible parce qu'Abdelmajid Tebboune n'a pas la stature pour être cet homme fort, et il l'a démontré depuis ces 2 dernières années. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. C'est pas possible parce que les ingrédients qui ont permis à Bouteflika de redevenir en 2008 l'homme fort du 3e mandat qui va devenir un président en etc., ont disparu. Le pétrole à $150, Maquinche, c'est terminé. Les réserves de fonds vont continuer à fondre. Et puis la légitimité historique, elle est terminée. Et donc, ce projet de vouloir restaurer un homme fort dans le cadre du système de gouvernance classique du système algérien, c'est un projet dès le départ, c'est dans la tête de Ahmed Gaïd Salah, de penser qu'il pouvait le restaurer. C'est impossible. Même s'ils avaient mis un homme plus talentueux, avec plus de capacité et d'expérience politique, ça aurait échoué. Yama Balik avec quelqu'un qui n'a pas cette expérience et qui n'a pas cette virtuosité politique. C'est voué à l'échec et c'est déjà très largement l'impasse. Et à propos de polémiques et de décisions présidentielles, la décision d'accorder à la Palestine un chèque de $100 millions, c'est une bonne décision du président ou pas? Allez, Moi, personnellement, ça ne me choque pas parce que $100 millions dans l'échiquier mondial, c'est absolument rien du tout. Ça ne couvre même pas les frais de l'année de l'État palestinien. Ça ne fait même pas, je pense, 10% de ce que donne
les États-Unis, par exemple, ou la France, qui Ou l'Arabie sont Saoudite. des soutiens d'Israël. L'Arabie Saoudite, c'est un peu différent parce qu'à un certain moment, ils ont arrêté de donner. Ils ne donnaient pas régulièrement, mais l'Algérie donne régulièrement autour de 30 millions de dollars, je pense, annuellement. Et là, il a rajouté, c'est beaucoup plus symbolique parce que c'est vrai que pour l'Algérie, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est pas énorme, mais aussi la diplomatie se gagne aussi sur ce terrain-là. Les États-Unis sont endettés, la France est endettée. Ça n'empêche pas de donner à des États pour gagner la confiance, pour gagner en influence aussi dans ces zones-là. Donc, personnellement, ça ne me choque pas. C'est comme l'effacement de la dette de certains pays africains ne m'a pas non plus choqué. Les 100 millions de dollars. Oui, bon, pour moi, ce n'est pas la première fois où l'Algérie exprime son aide justement à la Palestine. Pour moi, ça va dans la logique justement de la solidarité avec le peuple palestinien, avec la cause palestinienne. Pour moi, bien au contraire, bon, ça ne me choque pas. Bien au contraire, je pense que c'est naturel. Maintenant, par rapport aux formes, on peut en discuter, mais sur le principe, voilà, je ne peux pas dire. Le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne. Je suis même placé pour faire la fine bouche. Moi, je suis né en Libye en 1959, à un moment il n'y a pas longtemps. où le peuple libyen donnait, quand on faisait des levées de fonds pour la révolution algérienne, les femmes arrachaient leur boucle d'oreille pour soutenir un peuple en lutte pour sa libération. Donc, pour moi, c'est tout à fait naturel. La question qui se pose, c'est peut-être quid de Reza, parce qu'en fait, ceux qui en ont le plus besoin, c'est peut-être Reza, et politiquement, c'est plus audacieux d'aider l'administration locale, même si on peut ne pas être d'accord avec Hamas, d'aider l'administration locale qui reçoit cycliquement les missiles israéliens sur la tête. Non, je pense que, juste pour la précision, je pense que les finances viennent depuis quelques années. Il n'y a pas de séparation dans la gestion administrative des deux territoires. Et puis, depuis la crise entre le Hamas et le Fatah, sous Bouteflika déjà, ils ont décidé de couper la part en deux, de donner une partie à Gaza et une partie à l'autorité La bonne palestinienne. nouvelle, ce serait que cette conférence qu'a annoncée Tebboune, il n'y a pas que du mauvais, C'est une bonne chose. interpalestinienne se tienne à Alger, ça serait merveilleux. Ça serait une très très bonne nouvelle. À propos de diplomatie, nous avons appris aujourd'hui, mais vraiment par surprise, la venue à Alger du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui, me semble-t-il, a déjà rencontré aujourd'hui le président Tebboune et son homologue Ramtal Lamra. Comment on interprète ce genre de visite? D'abord parce c'est une visite quasiment surprise, qui n'a pas été annoncée, et c'est la première depuis longtemps, parce que nous sommes en pleine crise politique et diplomatique entre l'Algérie et la France. Est-ce que c'est une crise aussi pour aplanir les différends? Je pense que Allez, il y a un proverbe en arabe qui dit Al-Badi Adlam. C'est le premier qui commence, c'est celui. Tebboune a dit je ne serai pas le premier à faire le premier pas. Je pense sur ce plan-là, il a un peu raison parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, il ne faut pas être démagogue. On ne peut pas copier les relations avec la France, c'est un non-sens. C'est un pays avec lequel nous avons beaucoup de relations humaines, économiques, stratégiques, de langue et tout ce que vous voulez. Donc on ne peut pas couper. Après, c'est vrai qu'il y a eu la malheureuse phrase de Macron. Je ne parle pas sur le plan du système algérien. Je la partage en partie. Je parle de ce qu'il a dit sur l'histoire de l'Algérie. C'est une phrase malheureuse. Pourquoi il se serait obligé de s'aventurer sur ce terrain-là alors qu'il aurait pu critiquer le système algérien sans remonter vers l'histoire? Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, il a tendu la perche aux autorités algériennes, au pouvoir algérien, pour jouer un peu sur cette fibre-là. Et là, je pense qu'il est venu, selon ce que j'ai lu de la presse française aujourd'hui, il est venu un peu corriger un peu le tir. Et puis, c'est Macron en personne qui lui a demandé d'aller faire le geste pour établir un peu les choses, pour éviter que la situation soit envenue. Mais je pense que c'est une bonne chose qu'il vienne, et c'est une bonne chose aussi qu'il y ait des discussions. Et c'est comme ça qu'on doit régler toutes les crises, en fait. Le Drian à Alger pour rétablir la confiance, mais pas trop. Moi, je n'ai pas plus d'informations que ce que vous venez d'annoncer à l'instant. Donc, on attend encore à ce qui est surtout le contenu de cette rencontre. Jusqu'à maintenant, on ne sait ni l'objet, ni l'ordre du jour. Voilà, donc comme vous le dites, c'est une rencontre surprise et parfois même en catimini. Donc jusqu'à maintenant, on attend, bien que comme... pas en catimini parce que c'est public. Oui, mais non, avant, ça s'est fait, avant. On n'annonce pas, c'est quand même une rencontre d'un niveau comme d'un haut niveau. Bon, aujourd'hui, on est surpris par cette rencontre-là, bien qu'avant, il y a toute cette polémique sur les relations algéro-françaises. C'est malheureux, mais comme vous le dites, nous, on attend, on prend acte et on attend pour se prononcer, on ne sait pas encore. Voilà. Ihsan, quelle interprétation on peut donner à cette visite? De quoi allons-nous parler? Crise avec le Maroc, Libye, interdiction de survol, les visas.
ou beaucoup plus la relation politique entre les deux pays à l'approche d'une élection cruciale en France? Alors, moi, je suis convaincu que dans les propos de Macron, il y a eu de la maladresse, c'est évident, la partie qu'a évoquée Ali, mais il y a un message que Macron a voulu faire passer. Il aurait pu se contenter que de ce seul message. C'est la fatigue, l'usure dans la relation, le partenariat avec l'Algérie de Abdelmadjid Tebboune, pour toute une série de dossiers qui n'avancent pas. Et à ce moment-là, il était arrivé à la conclusion qu'il n'avait pas de vrai interlocuteur en face de lui. Et puis, quelque part, il y a un peu le lâchage. Il ne faut jamais perdre de vue, les défenseurs des droits de l'homme le savent, et nous, les journalistes, nous le savons, la France était un allié historique du système algérien, c'est-à-dire au niveau de la Commission européenne à Bruxelles, au niveau du Parlement européen, les groupes parlementaires, les parlementaires français. Voilà, les parlementaires français ne sont pas ceux qui s'engagent le plus sur les questions de défense des droits de l'homme en Algérie, et on a une sorte de prudence française, parce que la France dit toujours que si jamais ça va mal en Algérie, ça se débilise déjà, c'est sur la France que ça va retomber. Et donc une forme de lâchage, un message de « Aïna minkoum », on vous laisse avec votre folie. Ce message-là, il a fait peur. Et moi, j'ai jamais cru, sérieusement, que le langage n'allait pas être rétabli et que c'est pas vrai. Parce que le plus précaire des deux, Macron va passer la main haute. Macron, dans le dispositif actuel, s'il arrive au deuxième tour, et tous les sondages montrent qu'il va arriver au deuxième tour tranquille, il passe parce qu'il aura en face de lui un candidat populiste qui va être rejeté par l'opinion. Ça, dans le cas Chirac d'il y a 20 ans, ou le cas... Il faudrait que Pécresse arrive au deuxième tour. Il y a très peu de chances pour que ce soit le cas. Donc, je suis réaliste. Il y a des sondages qui la mettent. Au deuxième tour. Oui. Bon, on verra bien face à Pécresse. Mais pour moi, il est parti pour être élu. Le plus en difficulté des deux, c'est quand même Tebboune et son système. Dans le cadre de la crise avec le Maroc, je voulais dire tout à l'heure qu'on est quand même bien content d'avoir le type de problème qu'on a. Il vaut mieux donner 100 millions de dollars à Mohamed Abbas que de recevoir le ministre de la Défense israélienne chez soi. Donc face au Maroc, dans un moment comme ça, c'est un des moments où on est quand même plus proche des options du système de notre pays et de notre diplomatie. Parce que bon, au Maroc, c'est quand même très gênant aujourd'hui. Je vois un peu les caricatures qui sont en train de... Pour les citoyens marocains qui sont pro-palestiniens, c'est la très grande majorité d'entre eux le sont, et ils sont très engagés, peut-être parfois même plus que certains pans de la société algérienne, d'être dans ce scénario-là de concubinage, entre guillemets, avec le régime israélien, c'est très compliqué pour eux. Donc pour nous, c'est bien. Mais le problème reste entier. Le problème géopolitique. Et de ne pas avoir la France complètement contre soi dans un tel dossier et rétablir le dialogue, je pense qu'Alger en avait besoin et le système algérien qui est en position de faiblesse en a besoin. Est-ce que Paris peut obtenir, par exemple, le renoncement des autorités algériennes à interdire le survol du territoire aux avions français? Est-ce que c'est possible que l'Algérie fasse marche arrière? Je pense que ce n'est pas vraiment l'enjeu. Après, c'est vrai qu'ils ont travaillé pendant de longues années sans l'autorisation des autorités algériennes, mais je pense que ça va se faire. Ils vont reprendre. Tebboune a dit, je pense dans l'interview au hebdomadaire allemand, il a dit qu'en diplomatie, rien n'est définitif, sauf avec le Maroc, malheureusement, à chaque fois. Mais bien sûr qu'il va reprendre, mais je pense qu'il y a d'autres enjeux aussi qui sont importants. Je pense qu'aussi Macron gagnerait beaucoup à apaiser la situation avec l'Algérie en prévision des élections justement présidentielles. Il ne veut pas avoir d'ennemis entre guillemets en face. Et puis il y a aussi des enjeux économiques qui sont importants pour les entreprises françaises. Je crois savoir, à vérifier, mais je crois savoir qu'il y aura la reprise des ventes de l'importation automobile. Il y a un accord qui est trouvé, je pense, donc vers le mois de mars, le mois d'avril. Les sociétés françaises auront beaucoup à gagner avec des relations plus apaisées. Donc c'est tous ces enjeux-là qui sont mis en avant pour rétablir les relations, enfin normaliser les relations. Et l'ambassadeur, je pense qu'il va retourner à Paris demain ou après-demain. Voilà. L'ambassadeur d'Algérie à Paris. Déjà. D'accord. Avec Khaldrani, ils n'ont rien à gagner, les entreprises françaises d'automobile, parce qu'ils achètent asiatique là, depuis 5 ans. Depuis quelques Ils années. achètent Il en a vu une française, donc je sais Comme vous achetez allemand, c'est beaucoup mieux. Merci d'être venu à notre café presse politique, comme à chaque fois, une pensée pour tous les détenus d'opinion, près de 280, et en particulier pour nos deux confrères en prison, Hassan Bouras et Mohamed Mouloudj, et une pensée également, comme chaque mercredi, pour les deux journalistes marocains toujours en détention,
Omar Radi et Slimane Raissouni. Merci à vous pour votre fidélité et à mercredi prochain. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.